Bonjour tout le monde. Alors, encore une autre thématique aujourd'hui dont j'avais envie de parler depuis un long moment. La plupart des choses dont je parle sur la chaîne et dont je vais encore parler se relient entre elles, donc je vais sûrement me répéter. Le thème d'aujourd'hui, c'était parler du rapport qu'on entretient avec le passé. Parce que c'est en partie quelque chose qu'on est obligé sur laquelle on est obligé de se pencher quand on s'intéresse à la Bretagne. Pour moi, le passé, c'est vraiment très important. Et je voulais un petit peu raconter mon ressenti vis-à-vis du passé en tant que jeune des années 2000. Faire un parallèle avec ce que j'ai reçu du passé et ce qui m'intéresse dans le passé et ce qui, je pense, aussi est intéressant pour, ce serait grand de dire l'humanité, mais en tout cas les Bretons ou en tout cas les gens que je connais, que j'ai rencontrés dans ma vie. Et voilà. Pour commencer, je voulais d'abord aborder la question de ma génération. Donc moi je suis né dans les années 2000, mes amis aussi, en 2000 plus précisément. Ce que j'ai pu observer dans ma jeunesse, en tout cas dans le cours de mon adolescence, c'est que le rapport qu'on entretient nous avec le divin est quasiment inexistant. C'est-à-dire que à partir du moment où on est né, on nous a jamais vraiment trop parlé du divin, de Dieu, de ce qui était invisible, des choses qui sont pas concrètes. On a un peu été éduqués quand même à réfléchir d'une certaine manière avec l'école ou même entre nous. C'est-à-dire quand on avance quelque chose, il faut une preuve physique, moléculaire, si tu avances quelque chose, comment tu le prouves, comment tu le démontres, c'est les cours de maths, c'est les cours de physique, de sciences. Et en fait ça a un peu forcément influencé notre manière de réfléchir à la vie en général. Il y a tout un tas de choses qu'on s'est un peu interdit de faire, peut-être parce qu'on n'était pas attiré par, mais surtout parce qu'on nous avait pas donné de chemin, on nous avait déroulé aucun tapis vert. Et là je parle de la spiritualité, donc c'est un mot assez large, avec un sens assez large. Je parle pas là de religion, je parle vraiment de spiritualité, c'est-à-dire comme j'ai dit au début, de rapport avec l'invisible, avec tout ce qui n'est pas explicable par le rationnel, mais qui est quand même important, je pense, à prendre en compte. Et je pense que pour comprendre un petit peu ce rapport qu'on a avec tout ça, il faut remonter jusqu'à nos parents, la génération d'avant, et même jusqu'à nos grands-parents, qui est une génération très intéressante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, le siècle dernier, c'est un siècle où la différence entre une génération et la suivante n'a jamais été aussi grande, j'ai l'impression, en tout cas de ce qu'on sait de l'humanité. Le XXe siècle, c'est quand même plein de bouleversements. Et entre la génération de mes arrière-grands-parents et de mes grands-parents, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que déjà, il y a la guerre qui arrive. Et moi, la génération de mes grands-parents, c'est la génération qui naît pendant la guerre ou après la guerre. Et c'est vraiment la première génération qui fait une forme de rupture avec le spirituel, avec ce qui autrefois justement avait une place très importante dans l'esprit et je pense dans la vie des anciens. Et voilà, c'est la première génération où Dieu déjà arrête un petit peu d'être, où on ne parle pas de Dieu. Dieu c'est une chose qu'on a déjà questionnée et qu'on a trop questionnée et à laquelle on n'a pas trouvé de réponse, encore une fois scientifique. Comment tu prouves que Dieu existe, fais-moi un calcul, fais-moi une équation, bref, c'est un petit peu la base de ce que nous on a connu quand on était au collège ou quand on se posait des questions existentielles. C'est comment tu prouves que. Et j'ai l'impression que ça commence à ce moment-là. C'est pas qu'avec Dieu que la rupture se fait d'ailleurs, c'est aussi encore une fois avec le divin en général. Et tout ce qui a relation avec ce qui peut paraître divin, ce qui peut paraître surnaturel, ce qui peut paraître de l'ordre de l'émotion, du ressenti, de la croyance. On a tout remis en question et en fait c'est un peu une génération où on ne croit que ce qu'on voit du coup. Là je dis pas que c'est bien ou c'est mal, vraiment mon but c'est pas ça à l'instant, c'est surtout de comprendre un petit peu ou de refaire des liens pour expliquer où on en est maintenant. C'est ce que j'ai réfléchi, c'est ce que j'ai pensé, mais c'est peut-être faux et les commentaires serviront à ça. Encore une fois, moi je me permettrai pas de juger mes grands-parents, de juger mes arrière-grands-parents. Si j'avais été dans leur génération, j'aurais fait pareil parce que c'est le fruit de leur génération, c'est le fruit de leur temps. Et le but n'est pas là, assis sur mon fauteuil du 21e siècle et avec toutes les données que j'ai en ma possession, de par le fait que je sois né en 2000, de les juger sur leurs choix. Leurs choix sont peut-être mauvais, ils ont peut-être amené des choses mauvaises, mais je les jugerai pas en tant qu'individu. Mais voilà, c'est une petite aparté. Moi ce que je voulais dire et ce sur quoi je voulais revenir, c'est que c'est aussi une scission vis-à-vis du rapport à la Bretagne. C'est la première génération un petit peu qui délaisse la Bretagne aussi, en plus du spirituel. Ça se fait un peu en même temps, j'ai l'impression. On va trouver du travail en ville ou ailleurs en France,
par exemple à Paris. À l'époque, on reprenait la ferme des anciens, mais c'est vraiment les premières générations où ça ne se fait plus. Et donc, pour des raisons économiques et autres, on quitte la Bretagne. La Bretagne se dépeuple un petit peu de sa jeunesse à ce moment-là, et on observe aussi tout un tas de choses. Par exemple, moi je sais que si je vais voir les photos de mariage de ma famille dans les années 50, 60 même, on voit petit à petit qu'il y a de moins en moins de femmes en portant la coiffe traditionnelle. Et donc les femmes sont de plus en plus habillées comme des Françaises à part entière, et les hommes n'en parlons pas. Les hommes délaissent le costume bien plus tôt que les femmes d'ailleurs. C'est des costards, c'est un style vraiment qui s'apparente à celui de la France en fait. Et moi je me souviens observer ça sur les photos de mariage, de voir ces 7 ou ces 2 ou 3 femmes portant la coiffe comme des sortes de les mystifier un petit peu. Je me demande qu'est-ce qu'elles pensaient de tout ça. Est-ce qu'elles étaient tristes ou est-ce qu'elles se posaient pas de questions? Pourquoi elles continuaient à la porter alors que la grande majorité des femmes autour ne la portaient plus? Enfin voilà, j'essaie comme si je leur posais des questions alors qu'elles peuvent pas me répondre, mais vraiment c'est une partie qui m'intéresse de cette histoire-là. En tout cas voilà, on vend ou on jette à la poubelle les meubles anciens en bois qui paraissent dépassés. La maison se décore d'autres meubles, d'autres éléments qui s'apparentent plus à un style encore une fois un peu uniforme vis-à-vis de la France. Et surtout, on ne parle plus le breton, on ne parle plus la langue. C'est vraiment le moment où ça s'arrête. Alors là, je vais pas parler dans cette vidéo du regain de cette espèce de renouveau celtique des années 70. Ça pourrait être une autre vidéo aussi, mais là je parle du phénomène quoi, en dehors du renouveau celtique. Je parle vraiment du phénomène général quoi. Par exemple les Bretons à l'échelle de toute la Bretagne, les Bretons qui se sont vraiment épris éperdument pour ce renouveau celtique, ils sont quand même minoritaires vis-à-vis de la totalité des Bretons à cette époque. Le phénomène est quand même large quoi, c'est-à-dire que on n'a plus vraiment de raison, on ne trouve pas de raison. Encore une fois, le côté matériel quoi, pourquoi on irait parler le breton? À quoi ça va me servir? Est-ce que ça va me servir à trouver du boulot? Non. Est-ce que ça va... Voilà, on revient toujours au rationnel, il faut que ce soit... Il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas autre chose que la fonction physique ou la fonction monétaire. Le breton est délaissé. C'est vraiment aussi une génération, mes grands-parents, où faut vraiment se mettre à leur place. C'est que dans beaucoup de foyers, la seule fois où ils entendent parler le breton, c'est quand leurs parents ne veulent pas qu'ils comprennent quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup quand cette génération d'après-guerre raconte leur enfance. C'est vraiment, moi le breton, je l'entendais quand mes parents voulaient pas que je comprenne. Ça témoigne vraiment du rapport bizarre que ces deux générations-là, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, ont entretenu avec la langue. Sans en vouloir à personne, c'est quand même chaotique quoi. C'est vraiment un rapport qui présageait d'une certaine manière à quelque chose de mauvais en fait pour la survie de cette langue-là. Et en fait, ce rapport-là avec la langue bretonne, il déteint sur l'ensemble des choses qui se rapportent à la Bretagne. Tout ce qui est breton devient vieillot en fait, ça devient dépassé. Et pourquoi je raconte tout ça là depuis le début de la vidéo? Ça, c'est un petit peu notre passé récent. Pourquoi moi je parle pas le breton qui suis né en 2000? Comment ça se fait alors que c'est la langue de mes ancêtres, alors que le français, sur l'échelle de mon arbre généalogique, ça fait quoi? Si on veut faire des mauvais mathématiques, voilà, on peut s'imaginer que si les 1000 dernières années de mon existence étaient une journée de 24 heures, je parle le français depuis peut-être 30 minutes, une demi-heure quoi. À cette demi-heure, on enlève 23 heures et 30 minutes de breton parlé, de breton pensé, alors un breton qui a évolué. C'est juste pour dire que ici, à ce moment où tu te rends compte que la langue que tu parles, c'est nouveau en fait, c'est tout nouveau à l'échelle de ta longue existence. Et donc il y a tous ces moments où tu te poses des questions et tu cherches qui tu es. Et tu te rends compte de ça, c'est-à-dire que, comme je disais dans la vidéo sur les bigoudens et sur l'humour, tu n'es pas comme les autres en fait. Tu n'es pas comme les autres et c'est parce que dans ma vision, et je pense que c'est une vision ancienne, c'est que la génération de nos grands-parents, j'ai l'impression que c'est un petit peu la première qui a décidé que la vie, notre vie à nous, était encore plus individuelle qu'on le pensait avant, et qu'elle commençait donc à notre naissance et qu'elle prenait une fin éternelle à notre mort, qu'il n'y avait rien après. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est assez récent dans la vision humaine, en tout cas ici en Occident. C'est vraiment de croire que, au-delà de notre enveloppe charnelle et de notre conscience, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Alors que si on regarde les croyances partout dans le monde, et les croyances bien plus anciennes, la vie ne commence pas à notre naissance. Notre vie ne commence pas et n'a pas commencé à notre naissance. Notre vie était déjà inscrite, notre personne en tout cas, était déjà inscrite dans la vie de ceux qui nous ont précédés,
Et elle continuera. Et notre vie continuera, notre souvenir, tout ce qui nous définit survivra dans le futur d'une manière ou d'une autre. Je dis pas que l'objectif c'est de n'être jamais oublié par personne, mais en tout cas, on laissera une trace forcément dans l'univers. Et ça peut être de toutes petites traces. Mais on n'est pas comme ça des petites vies qui ont un impact sur rien. C'est une vision très récente et qui moi en tout cas ne m'a pas parlé en fait en grandissant. Ça m'a paru en fin de compte assez éloigné de ce qu'on pourrait considérer comme l'essence de notre vie, de notre humanité. Parce qu'en vérité, moi j'ai l'impression, et j'en viens vraiment à, encore une fois au but de la vidéo, cette idée qu'aujourd'hui on croit que plus le temps avance, plus on va vers le progrès et l'amélioration des choses et l'amélioration du monde. Le fait est que dans toute ma vie, et en prenant de l'âge un petit peu, en plus je m'en suis rendu compte, et je m'en rends compte à chaque fois en fait, quand je rencontre des gens, je ne compte pas le nombre de gens perdus en fin de compte. C'est fou parce que, et c'est quelque chose que les générations d'avant nous disent souvent, c'est que les jeunes sont perdus, ils savent pas ce qu'ils veulent, etc. Parce qu'on est peut-être aussi dans un monde qui nous permet de ne pas savoir ce qu'on veut, dans le sens où on a un certain confort, un confort qui n'a probablement pas de précédent, un confort matériel j'entends. Concernant le confort spirituel, on n'a vraiment rien reçu. On n'a rien reçu. Et en fait, c'est vraiment une chose que j'ai observée aussi chez les générations, parce que j'ai travaillé en fait pendant 2 ans auprès d'adolescents qui sont nés dans les années 2005-2006. Je pourrais pas compter le nombre de gamins non seulement paumés, c'est une chose, parce qu'être perdu à cet âge dans notre société, bon voilà, il y a une époque où on te foutait directement en tant que boucher ou en tant que menuisier, tu n'avais pas à choisir, ou à la ferme, et tu le faisais. Maintenant qu'on a le choix, ça se prête plus à ne pas savoir et à être perdu dans ce qu'on veut faire. Mais en plus de perdu, j'ai vraiment observé quelque chose que j'avais pas vu avant et qui a l'air aussi sans précédent, c'est-à-dire la santé mentale, le rapport à soi dans le monde, savoir qui on est, notre identité, savoir à quoi on sert, quel est le but en fait de ma vie. On sent vraiment qu'on a été jeté en fait dans un grand désert et qu'on nous a donné un bon lit pour bien dormir. On nous a donné un bon chauffage surtout pour pas avoir froid. Mais on reste quand même perdu dans le désert au final. Certes, on est bien dedans. Certes, on n'a pas de souffrance physique, en tout cas en théorie. Encore une fois, on n'a pas froid. Encore une fois, on mange bien. Ça n'empêche encore une fois qu'on est dans le désert. On est dans le désert et on sait pas où aller. Il n'y a rien à l'horizon. On est dans l'océan en fait, c'est pour faire un parallèle plus proche de chez nous. On est perdu comme ça sur cette barque. Et ces générations-là, plus jeunes que moi et même de ma génération, qui sommes dans une sorte de crise en fait, une grande crise du sens, une grande crise de... Même on sait pas ce qu'on aime en fin de compte. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller mieux, ou alors qu'est-ce qui nous manque déjà. Qu'est-ce qu'on a manqué pour en arriver là? Je reste quasi persuadé qu'on a manqué cette partie qui constituait les hommes et les femmes d'autrefois. C'est cette partie spirituelle de l'âme et de l'esprit qui n'était pas négligée du tout et qui aujourd'hui est dans une forme d'absence en fin de compte. Et c'est très paradoxal avec cette idée qu'on nous a toujours dit qu'on n'a jamais été autant dans le progrès, dans l'avancée des choses, parce qu'il y a tout un tas de pratiques qu'on considère barbares qui ont disparu aujourd'hui. Et tout ce rabâchage durant l'école primaire ou durant le collège sur ces temps atroces, ces temps reculés, sur ces temps où il faisait froid et ces temps où on mourait de faim, a constitué une vision dans nos esprits du passé très négative, d'un temps en fin de compte où on n'en savait pas grand-chose. Probablement que la vie qu'on a de l'Antiquité est différente de celui du Moyen-Âge, parce qu'on nous parle du Moyen-Âge sombre, comme quoi on serait redescendu vers de l'obscurité, alors qu'à l'Antiquité, c'était le temps des philosophes et qu'il y avait quelque chose de plus lumineux. Mais la question que je me pose en fin de compte, c'est est-ce que cette vision qu'on a du passé, non seulement n'est pas juste fausse, mais n'est pas même carrément à l'inverse de la vérité. J'ai imaginé un monde où plus on va vers le passé, plus on se rapproche, non pas du progrès, parce que c'est pas un mot que j'utiliserais, et c'est un mot qui est de toute façon connoté de plein de choses différentes, et donc il est inutilisable pour moi, mais ce serait plus un temps où l'humain, dans ce qui le constitue de plus profond, était comblé. Plus on va loin, plus cette chose est comblée, plus cette profondeur était comblée en fait. J'idéalise probablement encore une fois le passé, de toute façon c'est ce qui constitue énormément de parties de ma rêverie en général, et puis de notre rêverie à tous avec mes amis.
Mais j'ai pas peur de l'assumer. Il y a forcément une idéalisation du passé de par le fait qu'on le connaît pas. Maintenant, est-ce que ça enlève au fait qu'il n'y a pas quelque chose de réel là-dedans? Je pense vraiment que dans ces temps anciens et primordiaux même, je pourrais dire, je parle même pas là des religions abrahamiques, monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Pour moi, c'est encore récent tout ça. Pour moi, c'est encore récent. Je parle même d'avant. Est-ce qu'il y a dans ce qui reste de ces anciens âges, peut-être la clé à quelque chose qu'on a oublié, à quelque chose qui nous échappe aujourd'hui? Depuis notre tour de savoir et notre tour de connaissance, soi-disant, on est à la pointe du progrès, on s'est affranchi d'un tas de choses mauvaises, etc. D'accord. Comment expliquer ce vide en fait? Est-ce que les gens du passé avaient ce vide? Je prends même mes ancêtres cultivateurs. Est-ce qu'ils avaient un vide comme ça? Est-ce qu'ils se posaient autant de questions? Alors peut-être qu'ils avaient faim, peut-être qu'ils avaient très très mal au dos, peut-être qu'ils avaient même mal partout dans le corps. Mais ils se levaient en même temps que le soleil, ils travaillaient la terre et ils chantaient, ils travaillaient d'arrache-pied jusqu'au soir, ils étaient ensemble, ils travaillaient ensemble, et ils embellissaient cette dureté du présent, ils l'embellissaient d'un tas de manières différentes, en chantant, en dansant. Moi je sais juste ça d'eux, mais c'est peut-être un monde où en fait le taux d'apaisement de l'âme était à un niveau bien plus supérieur qu'aujourd'hui. C'est de ce confort-là en fait que je parle. On nous parle du confort et du confort. Mais vous les 2000, vous avez un confort de dingue. Nous c'était moins facile, etc. D'accord. Mais vous aviez du sens à ce que vous faisiez. Je pense qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est. Et c'est pas grave. Ils peuvent pas en fait. Il faut pas leur en vouloir non plus. Ça reste des humains. Et il y a plein de choses qu'on comprendra sûrement pas aussi des générations futures, de nos enfants et de nos petits-enfants. Il y a plein de choses qui vont nous échapper. Le but justement c'est d'être assez sage et de se travailler assez aujourd'hui pour pouvoir être en capacité de les comprendre. J'aimerais beaucoup, en tout cas j'ai très peur de ne pas les comprendre et j'ai très peur du fossé qui va me séparer d'eux. C'est de ce confort-là dont je parle, ce confort spirituel dont on manque cruellement et qui probablement prendrait racine, ou en tout cas si c'était une porte fermée à clé, probablement que la clé de cette porte ne se trouverait non pas dans les avancées scientifiques ou quoi que ce soit, non pas dans tout ce qu'on nous propose en fin de compte aujourd'hui. C'est pas là-dedans en fait, c'est pas dans tout ça que je parle vraiment moi, d'aller comprendre et déchiffrer le passé ancien. Et ce passé ancien, c'est forcément infusé dans tout un tas de choses. Je parlais des religions abrahamiques. Nous, le christianisme en Bretagne, il est profondément infusé en fait de visions celtiques, de par tout un tas de choses. Mais c'est pas le même christianisme que vous trouverez à Dakar, par exemple. Voilà, c'est un christianisme très particulier. Et donc, dans toutes ces formes de spiritualité moderne, regorge de petits fragments comme ça, de choses encore plus anciennes. Et donc, qui dit encore plus ancienne, ce dont mon idée, dit plus à l'essence des choses. Plus concrètement, ça concernerait quoi? Ça concernerait une vision du monde, ça concernerait un rapport à notre humanité, à nos comportements, ça concernerait des manières de voir les choses, des manières de résoudre des problèmes, des manières de se comporter entre humains, comment tel peuple se comportait entre eux, comment tel peuple organisait des événements de sorte à ce qu'ils se soudent entre eux, quelle était leur vision de l'horizon. On est profondément déconnecté de tout ça. On n'en sait rien, on en a absolument aucune idée. La chapelle qui se trouve devant moi, prenez tous les Bretons dans une main, combien sauront vous dire quelque chose sur cette chapelle? Quelque chose du temps de cette chapelle, du temps de ces pierres. Combien? On ne s'est jamais intéressé au passé, parce que justement, on est une génération, et on est issu de générations, qui considèrent que ce n'est pas intéressant, on n'a rien à tirer de ça. Alors que moi je reste persuadé qu'il y a tout à tirer du passé, pour le futur justement. Je ne le mets pas en opposition avec le futur. Mais pour moi c'est intrinsèquement lié, et on a besoin du passé. Pour savoir qui on est, pour savoir comment faire, pour savoir qu'est-ce qu'on a oublié. Et il y a quelque chose dans ces temps primordiaux qui est perdu en fin de compte. Qui est perdu et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le retrouver avec tous les fragments et tout l'héritage qu'on a reçu, surtout en Bretagne. Parce qu'on a beaucoup de chance, nous, en Bretagne, et il faut se rendre compte, par rapport à d'autres endroits, d'avoir encore autant de traces de notre héritage. Certes, elles ne sont pas exploitées, elles ne sont pas arrosées, pour faire le parallèle avec la vidéo sur les bigoudens, et le champ ou les fleurs qu'on arrose ou pas. Ce sont des fleurs magnifiques qu'on n'arrose pas, mais elles sont quand même là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait probablement en profiter, notamment, encore une fois, à travers l'art, pour étudier ces fleurs, disséquer ces fleurs. Je ne dis pas d'aller chercher la vérité pure des anciens. Je dis essayer quand même de s'intéresser à eux, de s'intéresser à ce qu'ils croyaient, de s'intéresser à leurs intentions quand ils ont fait telle ou telle chose, qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur, au-delà de « ah tiens, ils croyaient en tel dieu » quoi. Non, vraiment, qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur?
c'est surtout ça dont je parle. Qu'est-ce qui les touchait? Tout est nourriture de toute façon. Et la chapelle que vous voyez devant moi, c'était une nourriture, ça nourrissait quelque chose, une partie d'eux. Aujourd'hui, on va pas comprendre ce que c'est nourriture, on va se dire non, tu ne peux pas manger les pierres de cette chapelle. Mais justement, encore une fois, je parle plus de l'âme et de l'esprit. Et tout ça est très flou, même pour moi. Je peux aller en profondeur dans l'abstrait, mais je peux pas me rapprocher plus du concret. Mais ça n'empêche que j'espère découvrir des choses ou parler de certaines choses en laissant tout de même infuser mon esprit moderne, perverti ou pas, ça c'est le jugement de chacun, mais mon esprit moderne, il est quand même là et il est ce qu'il est, en le laissant quand même infuser dans mes interprétations, etc. De toute façon, j'ai pas le choix, ça infusera forcément dans ce que je vais penser et trouver du passé. Pareil pour les thèses universitaires, j'ai l'impression qu'il y en a trop peu en Bretagne. Les étudiants bretons, je sais pas, il y a tout à découvrir. En fait, ce sera la fin de ma vidéo. C'est qu'il y a tout à découvrir du passé ici. C'est juste fabuleux. Il suffit simplement de chercher et vous trouverez plein de choses. Vraiment, et d'avoir le regard et d'être plusieurs aussi, ça aidera. J'ai beaucoup de chance d'être avec mes amis. Pour moi, il y a beaucoup d'espoir en fait par rapport à ça. Et qu'on retrouvera peut-être qui on est en fait. Mais ça reste un chemin très long et décourageant quand même. Sur plein d'aspects. Pour finir, je voulais parler d'une gravure que j'ai réalisée il y a quelques temps. C'est une gravure qui parle un petit peu du thème de la vidéo et qui s'appelle donc Le passé c'est le futur. En naam zeer dremenet et en naam zeer daazont. Ça veut dire le passé c'est le futur. Encore une fois, si la traduction est mauvaise, je veux bien qu'on me le dise. Dans cette gravure, j'ai représenté un jeune breton avec une sorte de crosse, donc ça c'est vraiment le premier plan. Et il porte un long drap sur lui. On sait que c'est un jeune breton parce que je lui ai fait quand même une coupe assez moderne et puis il écoute de la musique avec des écouteurs. Pour les écouteurs, c'est juste pour l'évocation de l'introspection. Mais pour nous, jeunes des générations 2000, le vrai moment d'introspection, c'est quand on écoute de la musique dans le bus, dans le car, dans le train, quand on va au collège ou quand on rentre du lycée. C'est vraiment là que les moments d'introspection se font le plus parce que tu n'as rien d'autre à faire vraiment. Et à ce moment-là, tu as des écouteurs. Je voulais à travers lui évoquer une sorte d'idéal breton et futur d'un jeune qui s'est retourné vers le passé, qui s'est retourné vers l'exercice quotidien d'apprendre à savoir qui il est, ce qui est un peu compliqué, mais en tout cas, il a décidé de le faire. Et la crosse, qui n'est pas forcément une crosse épiscopale, parce que de toute façon, c'est pas un évêque. La crosse, qui est quand même un symbole en Bretagne très 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 récurrent dans les représentations des anciens sages et des anciens saints en fait, et bien pour moi c'est quand même aussi le symbole de la sagesse et du spirituel, en tout cas c'en est un. Et en mettant un soleil tout en haut de cette crosse, une sorte de soleil qui éclaire l'ensemble de la scène, c'est la lumière qui le dirige et dans ce soleil il y a quand même cette courbe qui se retourne sur elle-même et qui elle pour le coup est vraiment la forme simplifiée des vraies crosses épiscopales. Pour moi, c'est un peu le symbole du jeune qui retourne à la spiritualité, tout simplement. Je l'aurais un peu compliqué, mais c'est vraiment pour expliquer tous les détails, on va dire. Dans le fond, on a, en partant du bas, une sorte de zigzag tout en bas. Pour le coup, on dirait plus un ruisseau, ça aurait pu être une route. Et au bout, on a deux bâtiments, en tout cas un grand bâtiment inspiré d'une certaine tour à Nantes, avec d'autres immeubles en contrebas. Et pour moi, cet endroit, c'est la ville en fait. La ville, ça peut être aussi sujet à une autre vidéo, encore une fois. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la ville et je l'ai mise en bas, voilà. Je vais juste dire ça. Je pense que vous comprendrez pourquoi je l'ai mise en bas. En tout cas, on a la ville tout en bas et petit à petit, on monte une sorte de division du ciel en différentes parties. C'est une zone de la composition qui est juste là pour montrer qu'il y a un seuil à passer, il y a une zone de passage avec différentes couches. Ce qui m'intéresse le plus à expliquer dans la vidéo, c'est ce qu'il y a tout en haut. Tout en haut, on arrive à un certain nombre de marches qui mènent à une fontaine, comme on en retrouve beaucoup, en tout cas en Cornouailles. Et donc, on a dans cette fontaine la forme d'une statue. Et c'est un peu le chemin vers l'ancien sage, la mère ou le père, plus dans l'idée de grand-mère ou du grand-père, c'est-à-dire cette espèce de conseiller qui a assez de distance avec toi pour t'écouter entièrement. Ce jeune, c'est comme s'il délaissait un petit peu le monde du bas pour retrouver le monde du haut, dans lequel il se réconcilierait avec les clés de certaines portes actuellement fermées à clé, actuellement non aérées, des portes de son esprit qu'on l'a pas éduqué à ouvrir. Et donc plus grossièrement, en fin de compte, il retrouverait dans l'idéal en fait des solutions à ces problèmes modernes et du présent. Au-dessus de cette fontaine, j'ai fait surgir toute une lignée de bannières
décorés avec des symboles et des stylisations qui sont très inspirés et en fin de compte même très Sizebreur. Alors les Sizebreur, je vais vous mettre des images très rapides de ce qu'ont fait les Sizebreur. Ça aussi, pour ceux qui connaissent pas les Sizebreur, je vous invite vraiment à taper sur Google, allez voir ce que c'est. Prendre du temps pour pas juste regarder les premières images sur Google Images, mais vraiment d'approfondir, en tout cas si vous avez le temps. Parce que ça vaudra toute explication maladroite de ma part. J'ai l'impression que je ne serai pas à la hauteur de vous expliquer ce qu'étaient les Sizebreur, parce que ça me dépasse tellement. Pour moi c'est l'idéal, mais je pense que j'en ferai quand même une vidéo. En tout cas j'ai pas trop le choix, c'est dans la logique des choses. Mais voilà, en tout cas c'est très inspiré des Sizebreur au niveau des symboles et des signes. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que tout en haut, il y a la communauté. Le retour à la communauté soudée, comme on pouvait voir dans les pardons ou lors des messes les dimanches. C'est-à-dire des gens qui se retrouvent, les gens d'un même village qui se retrouvent et qui se racontent leur vie, en fin de compte, les nouvelles, autour certes d'un moment qui a une fonction d'abord religieuse, mais sociale aussi très importante. Chez moi, il y a une tradition très très ancienne qui est la tradition des pardons. C'est dans cette tradition des pardons qu'on peut voir défiler toutes ces bannières décorées et brodées à l'effigie des saints des paroisses du coin. Toutes les paroisses du coin se réunissent en un seul lieu et défilent comme ça. Et depuis que je suis adolescent, que j'ai commencé à avoir 15-16 ans, je trouve ça bouleversant. Ça me fait vraiment quelque chose de très profond en moi. Et plus les années passent, plus ça me le fait. Parce que j'ai l'impression de retrouver un peu quelque chose qu'on a perdu maintenant qu'on est dans nos lotissements, tous identiques, avec toutes les mêmes maisons partout. Et qu'on se parle vraiment pas trop, et qu'on se connaît pas trop. Vous voyez ce que je veux dire en fait, où je veux en venir. Et donc ce jeune breton regarde ce passé-là, semble intéressé par retourner piocher et choisir dans ce passé des choses qui pourraient lui permettre d'être quelqu'un de meilleur et de s'améliorer en fin de compte, lui et puis tous ses semblables et tous les gens qui y a autour de lui. Voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour parler de ce sujet, j'ai pas de notes, ça explique peut-être que c'est décousu à certains moments. Même je pense que je fais des tunnels assez longs. En tout cas moi ça m'a fait du bien de parler enfin de ce sujet et de vous montrer aussi ce qu'on faisait en fait avec mes amis, ce qu'on essaie de créer et je pense qu'il n'y a que comme ça aussi qu'on peut continuer à exister. C'est en créant toutes sortes de choses, on peut créer n'importe quoi mais juste en créant. Le futur, c'est une source d'angoisse pour beaucoup dans notre jeune génération. On cherche où on va, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire, et quel sens on peut donner à ce qu'on vit. Quand il n'y a que du brouillard à l'horizon, j'ai par réflexe regardé en arrière. Souvent, le passé est tout aussi mystérieux que le futur. Il est partout autour, et nous tient d'un regard qu'on ne lui rend pas. On est très loin de le comprendre, le passé. Nos anciens avaient la vie dure, mais ils avaient le sens. La terre sous les ongles, l'eau rien qu'au puits, et le cœur spirituel. Humble face à la nature et son ordre. Il ne faut pas mépriser de haut le passé, ce pourra bientôt être le futur. Il y a peut-être dans les choses oubliées des vieux temps la clé à quelques soucis de demain. Lesquels ? À découvrir.